Problème. Lorsque vous entendez ce mot, à quoi pensez-vous? La plupart d'entre vous penseront certainement à une suite de coups forcés menant à un gain matériel, voire à un mat. D'autres joueurs, un peu plus minoritaires, en se penchant davantage sur une position, entreprendront plutôt une recherche stratégique, en comprenant qu'il n'y a pas de tactique évidente dans la position. Ces façons un peu limitantes de concevoir la notion d'un problème sont essentiellement dues à notre pratique moderne des échecs. La majeure partie du temps d'entraînement des joueurs modernes étant consacrée à jouer sur lichess ou chess.com, plutôt qu'à lire des livres d'échecs. Quand on parle de problèmes, on pense beaucoup plus rapidement à ceux qu'on résout quotidiennement sur les sites en ligne. La tactique doit en effet occuper l'essentiel de la pratique d'un joueur. La moitié des parties se décide sur un renversement matériel brutal, surtout à bas elo. Pourtant, la plupart des coups joués sur l'échiquier ne sont pas de nature combinatoire, mais d'ordre stratégique. Prophylaxie, défense, changement de structure de pion, développement, sacrifice positionnel. Tous ces concepts sont très peu, voire pas traités lors de la résolution des problèmes tactiques. Voyons plutôt la position suivante. Trait au blanc, mettez en pause, prenez 15 minutes. Que joueriez-vous? Comment évaluez-vous la position? Qui selon vous a l'avantage? Voyez-vous une tactique avec les blancs? Je pars maintenant du principe que vous avez mis en pause et essayez de réfléchir à la position. Je vous invite très fortement à le faire. Pour avoir donné ce problème à nombre de mes étudiants, les évaluations obtenues par ceux-ci sont très variées. Certains de mes élèves estiment que les blancs ont l'avantage à cause de leur avantage d'espace sur l'aile dame, à cause du fou centralisé ou encore du cavalier et du fou noir qui paraissent passifs, ainsi que du placement de la dame qui paraît assez bancal. Je pense qu'ils sont aussi biaisés par le fait qu'on leur donne un problème, trait au blanc, et qu'ainsi les blancs devraient logiquement prendre l'avantage. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On vous donne une position et souvent, quand c'est un problème, vous devez gagner, ou en tout cas prendre un gros avantage. Pourtant, si vous avez vous aussi pensé que la position des blancs est meilleure, ou en tout cas voué à l'être suite à la résolution du problème, alors vous êtes passé complètement à côté du sens du danger de la position. Pour commencer, le pion H3 des blancs est faible, et cavalier G5 est une menace, avec double attaque sur le pion. Si c'était au noir de jouer, après cavalier G5, on serait obligé de jouer G4 et ça serait catastrophique. La structure de pion est dissymétrique, 2 îlots pour chaque camp, de part et d'autre. Les noirs ont un pion isolé en A6, certes, mais qui n'est pas vraiment une faiblesse parce qu'il est difficile à attaquer et parce qu'il peut avancer. Mais un des points clés très intéressants à noter de la position des noirs, c'est leur majorité centrale. En effet, les noirs disposent de 4 pions centraux contre 3 pour les blancs. On note en outre que le cavalier H4 est mal placé, cavalier sur la bande. Et certains d'entre vous ayant probablement noté la menace cavalier G5, je suis certain que bon nombre d'entre vous ont pensé à jouer simplement cavalier F3, replaçant le cavalier sur une bonne case centrale et empêchant ainsi la menace cavalier G5. Si vous êtes déjà parvenu à la première étape de la résolution de ce problème, alors félicitez-vous. Vous avez fait déjà au moins aussi bien que le maître Winterberg en 2019 qui, avec les pièces blanches, a effectivement joué ici cavalier F3. Le problème, c'est que comme vous allez le voir, ce coup n'est pas du tout suffisant, car il se trame dans la position une deuxième menace. Les noirs ont en effet continué par l'excellent dame C6, qui non seulement repositionne la dame sur une case où elle ne gêne pas le pion E, mais s'en prend également au pion C5, et après fou B2, E5, et on constate bien que les noirs ont un avantage positionnel écrasant au centre. Les noirs disposent donc de deux menaces, l'une tactique avec cavalier G5 et l'autre positionnelle, celle de bouger la dame et de conquérir le centre par E5. Lorsqu'on a bien compris ça, on voit donc que l'enjeu pour les blancs est de faire preuve de prophylaxie contre ces deux menaces simultanément. Quel est donc le meilleur coup des blancs ici? Si vous voulez trouver, il est encore temps de mettre en pause. Ici, les blancs auraient dû jouer l'excellent F4. Ce coup contrôle la case G5 pour le cavalier. Et si les noirs avaient continué comme dans la partie avec dame C6, voyez-vous ce qu'il faudrait faire? Les noirs menaçant toujours E5, on continue par F5. Et ce coup empêche bien E5 car philosophiquement les blancs disposent déjà d'une prise en passant mais qui ne serait pas encore la façon la plus forte de continuer. F prend G6 et après H prend G6, dame prend G6, le fou est à bout à cause de cavalier F5 qui conduit à un mat. La résolution de problèmes comme celui-ci laissera une empreinte durable dans la qualité de votre jeu. Ici, il ne s'agit pas de reconnaître un pattern tactique afin de gagner du matériel ou d'éviter d'en perdre, mais plutôt de reconnaître un pattern stratégique, la conquête du centre.
Ici, non pas pour soi, mais du point de vue de l'adversaire. Il s'agit de prophylaxie. L'étude de problèmes prophylactiques manque cruellement à l'arsenal de bon nombre de joueurs. Alors que statistiquement, sur l'échiquier, si on joue contre des adversaires de son niveau, on va se retrouver tout aussi bien en avance qu'en retard. Donc il n'y a a priori pas de raison d'étudier davantage de problèmes issus de situations où l'on est devant. Dans un tel problème, les blancs ne jouent pas pour prendre l'avantage, mais pour égaliser, car ils sont moins bien à la base. Après F4, le coup naturel à calculer, autre que Dame C6, c'est Dame 4 échec. Après les échanges forcés, comment estimer la position? Déjà, par rapport à ce qui s'est passé dans la partie, après cavalier F3, Dame C6, Fou B2, E5, on voit très bien que les blancs sont ravis d'être dans cette situation plutôt que dans la précédente. Ici, les blancs ont toujours un cavalier sur le bord, qui est dominé par les pions noirs. Les pièces noires en F7 et G7 sont temporairement bloquées. Les noirs ont des pions doublés et de manière générale une structure légèrement plus faible, mais là aussi c'est temporaire. On voit très vite que les pions noirs sont voués à avancer. Un coup de pion comme E5 doit en effet être un réflexe stratégique dans l'ensemble des coups candidats que vous considérez chez votre adversaire. Il a des pions doublés, il veut les liquider. De même, le recyclage du cavalier H4 sur une case plus active doit faire partie de vos réflexes. On peut imaginer ici quelque chose comme roi F2 pour recycler le cavalier, et après E5, pion prend E5. Les noirs ne recaptureraient certainement pas le pion E5, ce qui leur infligerait des pions doublés de manière durable, mais plutôt F5, préparant la recapture saine du pion E5 par une pièce et instaurant une belle chaîne de pions sur case blanche. Dans cette position, à nouveau, quel est votre réflexe stratégique? Votre adversaire a une magnifique chaîne de pions, que devrait-on jouer? Doit-on recycler le cavalier comme c'était le plan à la base? Ici, il est beaucoup plus fort de jouer G4. Les blancs ont eux aussi une structure un peu fragile et doivent maintenant essayer de la convertir en sapant celle de l'adversaire. On va encore analyser un peu plus en profondeur cette position, mais à vrai dire, ça n'est pas nécessaire. Si vous ressentez bien à la base que les blancs sont très satisfaits de rentrer dans la ligne Dame E4 échec plutôt que dans n'importe quelle autre continuation où les noirs auraient un pion en E5, alors vous avez déjà résolu stratégiquement le problème. À la place de E5, les noirs auraient pu aussi essayer F5, libérant leur fou de case noire, un autre coup logique. Ici, simplement après les échanges, puis cavalier G2 qui se prépare à recycler le cavalier sur E3, on n'a pas besoin d'analyser davantage cette position pour comprendre que les blancs sont très satisfaits, surtout par rapport à la partie. Nous allons analyser ensemble toute une série de problèmes stratégiques cruciaux qui devraient faire partie de l'arsenal de tout joueur de compétition. Cette vidéo est la première d'une longue suite, en tout cas je l'espère, de format court. Pour ceux d'entre vous qui seraient éventuellement déçus de ne pas avoir eu la suite du Gambit Roi, je n'ai pas abandonné l'idée de la faire, mais je la mets entre parenthèses. En effet, une telle vidéo que le Gambit Roi me demande un travail si immense que je ne peux pas me permettre de faire des publications régulières. Pour les vidéos du Gambit Roi, j'ai passé des dizaines d'heures dans des livres sur le Gambit Roi pour apprendre et pouvoir vous l'expliquer convenablement en me sentant confortable dans l'ensemble de mes connaissances sur le sujet. Car à titre personnel, le Gambit Roi n'est pas mon répertoire en tant que joueur de compétition. Ensuite, il y a tout le travail de montage qui, si vous n'en avez jamais fait, prend un temps démentiel. Surtout quand on fait des effets spéciaux, des intros, etc. En outre, les deux vidéos qui servent de préambule vous apprennent à pêcher, comme dit le dicton. Donne à un homme un poisson un jour, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. C'est exactement ce que j'ai fait dans les deux vidéos préambule. À défaut de vous donner des lignes d'ordinateur ou des lignes de livres, ce que je déteste faire par-dessus tout et qui est complètement abrutissant, je vous ai tout simplement appris à réfléchir par vous-même et à trouver par vous-même les lignes les plus pertinentes. Cependant, je ferai tout de même une partie 2 sur le sujet pour discuter ensemble d'une ligne très précise et très intéressante et approfondir un peu plus la philosophie selon laquelle il faut jouer les coups principaux. Philosophie qui, je le rappelle, mais je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, est assez absurde. Je n'ai donc pas abandonné l'idée de faire la suite et la sortirai en temps voulu, mais rappelez-vous qu'une telle vidéo me demande une 50 heures de travail, voire plus. La vidéo de la partie Kasparov-Karpov, par exemple, m'a demandé à elle plus d'une centaine d'heures de travail. C'est pourquoi je vais probablement continuer avec des formats un peu plus courts, ce qui me permettra des publications régulières. Je pense que ça sera aussi un peu plus digeste pour tout le monde. Je profite de cette parenthèse pour vous signaler que si vous êtes éventuellement intéressé pour prendre des cours, j'ai des créneaux disponibles. Vous pouvez me contacter, envoyez-moi un mail, il est dans la description. Autrement, je vous dis donc probablement à la semaine prochaine pour la vidéo suivante.